Alors peut-être que si tu veux, Laurent, ça te permet de passer sur le chapitre suivant. Bon, le sujet, c'est le cross-culturel et dans l'environnement professionnel. Alors, il y a un paradoxe. C'est que moi, j'avais été très étonné quand j'ai commencé à regarder, à essayer de comprendre les mécanismes et les modèles de multiculturalité, c'est en français, que chaque fois, il insiste sur les différences. Alors, c'est exactement l'objectif inverse de celui qu'on veut. Parce que si on vous fait aller dans un pays, c'est justement pour pouvoir travailler ensemble, pour créer les ponts, pas pour identifier les murs. Et de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, je trouve que la littérature, je prépare peut-être des commentaires, mais la littérature sur le multiculturel est complètement à côté de la plaque, parce qu'il insiste beaucoup trop sur les différences et pas assez sur les moyens de travailler ensemble, et de vivre ensemble. Alors, on va y aller à la slide suivante. Donc, vous avez eu, je crois, vous avez été formé sur Octet. Alors, c'est bien parce qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Octet, pour moi, bon. C'est-à-dire, excuse-moi Laurent, avant de parler d'Octet, là c'est une question. Pour vous, une culture, c'est quoi? C'est un peu tarte à la crème. Il y en a des fois qui nous ont sorti, bah oui, la culture en Inde, c'est Bollywood, comme aux États-Unis, c'est les cow-boys. Je ne sais pas si on fait un peu un effort de réflexion pour ne pas tomber dans des banalités, et puis il y aurait tout court, je ne sais pas quoi, c'est pas le sujet. C'est quoi une culture? C'est important? Est-ce que, je ne sais pas, on travaille exactement de la même façon au Sénégal que vous allez au Vietnam, je crois, d'après ce que je comprends, ok, je crois qu'il y en avait d'autres qui allaient en Amérique du Sud, je ne sais plus où. Ou en Italie, c'est pas loin, c'est différent. Pardon? Mexico, l'Italie, certainement aussi. Voilà, donc d'un autre côté, on va me dire, bah, tout être humain est différent de l'autre, donc la différence, elle existe toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans le domaine de la culture, cette espèce de super différence qui nous a moulés depuis notre naissance? On a plutôt l'habitude de penser comme ci, comme ça, de dire comme ci, comme ça. C'est un peu le sens de la question, c'est l'histoire d'interagir avant de rentrer dans des choses que vous faites. C'est quoi une culture, d'après vous? Dites-le-nous un peu plus fort. C'est savoir-être de la population. D'accord. Savoir-être, ça suppose, j'imagine, que ce savoir-être n'est pas le même partout dans le monde. Qu'est-ce qui peut distinguer le savoir-être? Ça peut être la connaissance au risque, c'est tout ce qui va être en dehors des règles, la connaissance au risque, la misogynie des populations, l'ambition des populations, la détermination des gens sur d'autres. La capacité à sentir de l'effort, c'est des règles même. Est-ce que de par vos expériences les uns et les autres, même courtes, de vie à l'étranger, vous avez perçu à un moment donné, tiens, c'est bizarre, là, sur un point comme ça, il ne raisonne pas comme nous, comme j'ai eu l'habitude de raisonner jusqu'à présent. Il n'y a pas Oui. Oui, moi je pense aussi aux interactions entre les différentes sphères. C'est une sphère personnelle, une sphère professionnelle, une sphère sociétale. Et un peu les interactions qu'il peut y avoir entre chacune de ces sphères qui sont nettement différentes entre les cultures. Par exemple, au Vietnam, on n'a pas, j'ai vécu là-bas, les jeunes de mon âge vivent encore souvent avec leur famille jusqu'à leur mariage, ou très peu en colocation. Et donc, du coup, oui, et du coup, j'avais peut-être plus de mal à rencontrer vraiment des hommes, on va dire, et pouvoir créer des liens avec eux, parce qu'après, la famille, ils ne sortaient pas comme nous, on peut avoir l'habitude de sortir boire un verre. Quelle année tu dis? En 2017. Et c'est vrai que toutes les interactions entre la manière d'agir dans la sphère personnelle et créer le lien avec la classe professionnelle et par rapport à qu'est-ce qu'on entend dans la vie en société, comment on doit se respecter et qu'est-ce qu'on entend par le respect aussi, on le montre. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de langue, bien sûr. C'est énormément pour elle, ça surtout si on est la génération, ceux qui veulent. Et rien à faire, le français avait disparu. Sinon, il y avait les vieux Chilani anciens. Et alors, moi, j'ai essayé de me mettre au vietnamien. Ils prennent
pour moi, et heureusement, les Vietnamiens ont dit c'est nous qui allons. On avait en face moi j'avais en face dans les affaires, que je venais pour monter le terminal militaire, j'avais en face que des anciens militaires qui avaient fait la guerre américaine, et côté basket n'existait absolument pas. Du square chez eux. Alors vous aviez 12 mecs en face de moi. Moi, j'avais mon traducteur, un ancien officier de la sécurité sud-vietnamienne récupéré, 8 ans de camp. Et les 12 mecs sauf un Chivali, la table. C'est un mot qui endormi. Ça n'a pas endormi, tu vois, les lieux asiatiques que tu connais, quand les mecs qui sont là et qui te chauffent, tu regardes. Et une fois que, alors, il part, il y en a un qui part, personne ne l'arrête, il peut parler pendant 4 heures, vous n'avez pas vraiment arrêté. Et une fois qu'il a fini, traducteur, l'essentiel, 20 minutes de chat, j'avais pas assez de temps, il me donnait l'essentiel. Et à ce moment-là, il y en avait un autre qui, effectivement, comprenait le français, dans les 12 mecs, de façon de savoir si le traducteur m'avait bien dit la même chose, et vice-versa, il passe. Alors, c'était très. On a mis 18 mois pour monter une étude de faisabilité pour un terminal militaire. Vous voyez ce que dit Bruno, et on revient à Laurent, avec ce tour par la culture, mais si quelqu'un a envie de dire à nouveau un truc qu'il a frappé dans un pays donné où il s'est dit, tiens, là, c'est quand même très différent de nos façons d'être. Ce que dit Bruno en conclusion est vachement intéressant, parce que pour un projet qui se voulait simple, un terminal de conteneurs on a mis 18 mois, et ben c'est exactement l'illustration du fait que entre sur le papier, le projet, c'est ça, c'est simple, c'est clair, c'est net. Quand il s'agit de le faire avec d'autres, dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec une culture, des modes de décision et des façons de travailler ensemble qui sont très différents, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, ça prendra d'autant plus, beaucoup plus de temps que vous aurez été complètement à côté de la plaque de toute sensibilité à comprendre ce qui fait la culture du travail en équipe et des décisions et des étapes à respecter, etc. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, voire ne jamais marcher. C'était simple. Est-ce que c'est ce truc-là qu'on a réussi à faire? On a essayé de le faire, même sans se poser des questions, à notre mode à nous. C'est pas compliqué, je peux. Non. Chez eux, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui paraissent évidentes, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas comme ça pour tout le monde dans le monde. Et ça se respecte et ça se comprend. Si moi je vous cite une anecdote, et excusez-moi, Laurent, tu reprends, en Inde, je sais que l'Inde, par beaucoup d'aspects, est très différent de nos références habituelles. Mais quand réflexe classique français, et pas que, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, entre guillemets, moyenâgeux, où il y a des cartes et il y en a qui écrasent les autres. C'est inadmissible et incompréhensible. Et qu'on est très vite dans c'est un pays arriéré, etc. C'est pas du tout le fait de penser. Quand vous commencez à comprendre un peu la culture indienne, dans ce cas-là profond, qui est basée sur le fait que chaque homme, chaque personne que nous sommes, c'est pas une vie. Et dans le meilleur des cas, si on la vit bien, celle-là et les autres, c'est cette réincarnation. On va arriver à sortir, à se libérer de la vie. Nous, on a peur de la mort, eux, ils veulent se libérer de la vie. C'est quand même très différent. Mais quand vous commencez par se poser la question au début, attendez, Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, naissent et demeurent égaux en droit. Ça, c'est une vision occidentale qui a été reposée très bien. On connaît la phrase comme nous, mais pour nous, ça n'a pas de sens. Que les hommes naissent et demeurent dans cette vie-là égaux en droit, non.
tout dépend où vous en êtes dans votre cycle de réincarnation, votre karma précédent qui se transpose dans cette vie, et ce que vous avez à faire dans cette vie pour aller dans la suivante. Si vous poussez un tout petit peu plus loin, bon, allez, ok, très bien, c'est pas mal, votre truc. Bon, enfin, quand même, Lucas, allons, voilà. Le mec qui est au bas de l'échelle, là, qui balaye la rue, et c'est juste si on lui crache pas dessus, on ne regarde pas, on n'a même pas le droit de lui parler, si on est Lucas de 2 ou 3 au-dessus. Quand même. Bon. Alors là, c'est uniquement si vous êtes un peu en confiance qu'il a commencé à vous parler comme ça. Je vais vous dire, ok, je comprends. Donc c'est l'histoire de comment on respecte l'autre, d'accord? Ben oui, c'est ça qui nous choque. Dites-moi, les pilotes d'Air France, c'est pas le cas. Je suis en France, hein. L'Indien qui vous dit ça, celui qui connaît un peu, qui vous dit, je ne sais pas quoi, moi, un fonctionnaire qui est là à votre service et qui vous envoie bouler parce que vous n'avez pas rempli le bon papier et que vous êtes d'ailleurs en plus pas, c'est à l'intérieur de la peau, donc je dis n'importe quoi. Tout ça, on le sait, on le vit, je ne le critique pas. Mais vous leur dites, c'est complètement con, votre histoire de casse, c'est même pas respectueux des gens, hein, ça n'existe pas chez nous, les casses. Moi, je fais une autre forme. Donc voilà, attention à ces préjugés ancrés, qui sont basés sur une méconnaissance de la réalité culturelle, et qui, lorsqu'on rentre dedans, on commence à se dire, tiens, il n'y a pas qu'une référence unique sur Terre. Et de toute façon, si on va travailler ensemble, on a intérêt à se comprendre sur le point. Merci bien. C'est un quand on peut faire compliqué. Quand vous l'avez absorbé, vous y arriverez. Laurent. Vous arriverez dans un contexte déstabilisant, c'est pour ça que vous recherchez aussi, j'espère. Pour ça, vous allez en milieu pour faire autre chose. Autrement, il faut rester ici. Cette autre chose est compliquée, c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc, dans ce contexte de complexité, l'aspect culturel est un élément important, spécialement sur l'aspect personnel d'ailleurs, à mon avis, plus que sur l'aspect professionnel. Et il est utile, dans ce sujet complexe, d'essayer d'avoir des modèles qui permettent de se rapprocher à des outils pour être un peu moins surpris quand on sera confronté à une situation. Alors, peut-être c'est ça. C'est un outil, il y en a d'autres, hein, il y en a 3 ou 4 autres qui ont été considérés comme des références, qui ramènent tous plus ou moins aux mêmes critères. C'est utile de les connaître. Donc, vous les avez vus à l'école déjà. Hein. Dans une présentation, oui, avec un égo international, je crois que voilà. Et donc, là, je crois qu'on a demandé un peu clarifier certains concepts. Hein. Donc, dans le fait, il y a 6 critères qui l'amènent avec un graphique et des indices. Et donc, il y a la relation au pouvoir, la relation au risque, la relation collective, la relation au court terme, à la masculinité, et, bon là, ça devient encore un peu plus compliqué, la modération du plaisir. Personnellement, le dernier, j'ai un peu de mal à le définir. Les 5 autres sont plus simples à cadrer. À travers des analyses, bon, c'est un truc qui a maintenant une trentaine d'années, en fait. Hein. Donc, c'est quand même assez documenté. C'est pas IBM au départ. C'est IBM qui lui a demandé de les aider justement à formaliser, structurer un peu l'appréciation des différences culturelles. Ils arrivent à sortir un chiffre par pays pour chacun de ces 5 critères. C'est bien, parce que c'est toujours bien d'avoir dans ces outils, d'avoir un marteau, un tournevis, et pas utiliser le marteau pour les vis. Par contre, ça a 2 inconvénients, à mon avis. Le premier, c'est ça fait fi des différences individuelles. Votre personnalité, c'est pas parce que vous êtes français ou sénégalais. Heureusement, votre personnalité est un résultat beaucoup plus complexe d'interaction avec votre environnement, votre appui, votre inné, etc. Et spécialement quand vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de monde, quand vous êtes en Inde ou en Chine où il y en a plus d'1 milliard, 1% d'1 milliard, c'est combien? 10 millions de personnes. 1%. Donc il y a une très forte probabilité qu'il se peut, vous pouvez quand même croiser 1 des 10 millions assez facilement. Donc, quand vous êtes confronté, quand d'un côté vous avez l'analyse globale qui va vous identifier
un pays comme étant plutôt orienté sur le pouvoir hiérarchique fort, par exemple, est-ce que la personne en face de vous aura ce comportement? Ça, vous ne savez pas. Ça ne peut vous donner qu'un typique. Or, comme dans toute statistique, le typique ne vous donne pas la dispersion. Premier élément. Second élément, à mon avis, encore plus important, dans l'environnement professionnel. Moi, de mon expérience personnelle, donc parfaitement discutable, moi, je trouve beaucoup plus facile de discuter avec un Chinois ingénieur qu'avec un agriculteur français. Pourquoi? Je pense que c'est pour une raison tout à fait pratique. C'est que j'ai été formé à être un ingénieur pendant 22-23 ans. Et l'ingénieur chinois a été formé à peu près sur les mêmes concepts et les mêmes outils. Donc, on a une formation pratique et théorique qui nous a vraiment formés au sens lourd du terme. Et dès qu'on est capable d'adresser des sujets qui sont les mêmes, on parle la même langue. On parle des maths, ou on parle la physique. Et donc, il faut, dans un contexte où vous êtes dans un pays qui sera différent et où il y aura des challenges, il me paraît aussi important d'identifier les points communs avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice, autant que les différences, même à mon avis plus. Et donc, ça veut dire deux choses. Première chose, dans l'environnement strictement professionnel, de créer des liens sur les hard skills, c'est-à-dire les soft skills, parce que ça, vous les aurez en commun. Ce sera le socle dur qui fera que le projet pourra réussir, ce ne sera pas terminé. Ce sera une condition nécessaire pour le succès de votre projet. Et le second, c'est que vous êtes en face d'un ou d'une interlocutrice, pas devant 10 milliards ou 10 millions de personnes, donc à bien mieux connaître la personne, tout simplement. Je note juste un truc qui m'avait surpris, au déjeuner, je faisais toujours très attention de déjeuner avec des gens différents. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que mes collègues chinois, ils connaissaient vachement bien la Révolution française. Parce qu'ils avaient appris à l'école. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Avec Xi Jinping, je ne suis pas sûr. Mais jusqu'à Hu Jintao, la Révolution française était un élément très important de la formation des Chinois. Et du coup, régulièrement au déjeuner, on discutait de Robespierre. C'est assez marrant. Mais souvent, ils reconnaissaient mieux que moi, d'ailleurs. Et ça, c'est très bien. C'est très informel. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on obtient avec ça? C'est à la fin, qu'est-ce que vous voulez obtenir, les autres? Oui, mais pour le faire, ça commence par arrêter, en anglais. Trust, confiance. Tous, vous aurez réussi votre boulot quand vous aurez établi une relation de confiance avec vos interlocuteurs locaux et avec vos interlocuteurs de votre entreprise. Même si le projet est là, parce que le projet peut donner 25 000 raisons qui sont complètement indépendantes de vous. Le vrai critère qui fera que votre projet sera réussi, et pas qu'il aura réussi, c'est que vous serez perçu par vos interlocuteurs comme quelqu'un de confiance. Tout simplement. C'est l'idée. Mais l'objectif est très simple. C'est pour ça que le KPI est machin, c'est important. Et à la fin, le KPI peut avoir échoué, ou à l'envers, il peut avoir réussi. Vous avez eu la chance, le projet a réussi. Mais vous êtes immonde. On ne peut pas négocier avec vous. Il y a un grand pas. Ou ça n'a pas fité avec vous. Sans que vous soyez immonde ou quoi que ce soit. Et si ça n'a pas fité, ils ne vous gardent pas. La relation avant que tu puisses passer sur les planches suivantes, ça me permet de revenir sur celle-ci, puisque ça avait été un peu demandé. Vous aviez je crois, dans la rencontre avec l'autre CCE sur la négociation internationale, la dimension faite en tant qu'appréhension de la culture des gens avec qui vous travaillez avait été abordée sans être peut-être précisée sur ses bases, tout simplement. Donc c'est l'intérêt de cette planche. Et ce qui me paraît important à retenir, d'abord, c'est ce que on vous a passé comme message depuis le début. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a par contre des grilles de lecture qui peuvent vous aider à cheminer dans cet environnement naturellement plus complexe qui est le travail à l'étranger et avec d'autres que quand on a l'habitude de faire ça entre eux, franco-français, dans les structures qu'on connaît bien. Donc, Hofstede, sans être une vérité absolue, est une grille de lecture qui peut être intéressante. En particulier, et comme Laurent,
s'il faut choisir, moi j'aurais tendance à me concentrer plutôt sur les 4 de l'eau, en saisissant bien que chacun réfléchit un peu à des expériences qu'il a vécues, d'ailleurs même en France. Enfin, on est quand même sur les grosses différences culturelles qui ont façonné les gens à travers un héritage et l'éducation. On comprend très bien que la relation au pouvoir, c'est quelque chose qui est assez discriminant. Il y a des gens et des cultures dans lesquelles le pouvoir, la hiérarchie, c'est pas le sujet, c'est plutôt croire, parce qu'une culture, c'est une croyance profondément ancrée qui guide ma façon de me comporter au quotidien. C'est croire qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie et que la somme des bonnes idées en permanence fait la bonne chose. Et vous avez d'autres cultures où il faut une hiérarchie assez rigide, assez solide, clairement identifiée, parce qu'il faut qu'il y en ait qui tracent le cap, qui décident que aucun jugement de valeur, hein, dans tout ça. Jamais. C'est pas qu'il y a les bons et les moins bons. Maintenant, vous allez, il y a un collègue qui a l'habitude de lire parmi les CCE, vous allez prendre peut-être l'extrême bien connu, vous allez au Japon et vous n'avez aucune notion du fait que la hiérarchie c'est important, mais vous aurez beau avoir des tas de copains très sympas pour boire le soir et tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui ne se passera pas, quoi. Donc, voilà, vous mettez le bémol que vous voulez, mais savoir que vous êtes dans un pays où la hiérarchie, c'est plutôt quelque chose qui compte, versus c'est plutôt la confiance du fait que chacun a des bonnes idées et la somme va bien, c'est ça l'axe qu'il faut saisir. Et vous ajustez le curseur où vous voulez. Que Hofstede et ses équipes aient donné la note de 3,12 à mon avis, aucun intérêt, si ce n'est qu'il l'approfondir, vous pouvez lire. Mais déjà, sachez qu'il y a un curseur à ajuster sur cet axe qui est très émotionnant. Vous prenez le risque. Il y a des pays, des cultures où on fait tout pour éviter le risque. On n'aime pas le risque. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal à nouveau. On fait tout par réflexe culturel et organisation pour éviter le risque. Ça me revient du Japon, mais ce n'est pas que le Japon cumule tout. Mais dans un pays comme le Japon, qui est habitué de façon millénaire aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux risques imprévisibles et tout ce que vous voulez, vous avez une culture des gens qui est naturellement orientée sur on évite de rajouter des risques sur les risques et on fait tout pour, en anticipant les risques, s'en prémunir. Bon, donc, risque. Là aussi, on le voit très bien. Nous, en général, en France, on dit qu'on est plutôt un pays qui n'aime pas les risques. On aime bien réfléchir à l'avance, se protéger, s'organiser, protection sociale ou tout ce que vous voulez. C'est ni mieux ni moins bien, mais c'est à nouveau un axe très fort de réglage culturel du comportement des gens. Vous prenez le troisième, individualisme ou collectif. Là aussi, il n'y a pas de valeur. Mais il y a des pays où c'est le collectif. D'abord, tu peux être le génie, tu as la très bonne idée. Enfin, si ce n'est pas collectivement partagé et fait ensemble, oublie. Pour boire la bière le soir avec toi, j'ai trouvé génial. Mais oublie, tu ne vas pas conduire un projet si tu n'inclus pas la dimension collective. D'ailleurs, ça dépend aussi, et je fais écho à ce que disait Laurent, ça dépend aussi beaucoup du type de projet que vous aurez à conduire ou dans lequel vous aurez à vous intégrer. Exemple, vous avez un projet qui consiste à développer un réseau commercial sur un pays donné pour vendre le produit, la boîte qui vous a envoyé là-bas. Bon, comme disait Laurent, chacun est une personnalité individuelle. Ouais. N'empêche d'ailleurs que si je sais qu'en Chine, c'est d'abord le collectif, ensuite l'individuel. Le jour où je discute avec quelqu'un qui est plutôt individuel, je me dis d'abord c'est chouette, comme toute rencontre humaine, mais c'est quand même vachement intéressant de savoir que je vais quand même le mettre dans la catégorie des exceptionnels. Je ne vais pas me dire qu'il représente la Chine et que tout ce que je vais décider avec lui va devenir ensuite adopté par le groupe, parce qu'on a une super bonne entente. Non. Je veux dire, lui, vachement bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, sachant qu'il est quand même dans l'exception? C'est les 10 millions sur 1 milliard. Je reviens au projet. Vous avez un projet de développement commercial qui finit par toucher toute une population du pays à qui il faut donner envie et les moyens d'acheter le produit que vous allez
commercialisé. Là, il y a une dimension culturelle et globale qui est beaucoup plus importante. Peut-être que si votre projet consiste à développer un lien informatique avec un Zoom super évolué et adapté, la liaison Zoom entre la maison mère et sa filiale, où c'est une affaire peut-être plus de techniciens d'informatique que de, globalement, je cherche à séduire toute une population. Donc voilà, toutes ces dimensions sont à prendre en compte. Ce genre de grille de lecture, long terme, court terme, je ne vais pas m'étendre non plus, mais c'est clair. Regardez des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, on dit d'habitude, ils sont très sur le court terme, très réactifs, et c'est bien. Il y en a d'autres qui vont penser long terme, comment j'agis au quotidien pour que le long terme soit bien préparé. Bon, voilà. Donc, Hofstede n'est pas un dieu, Hofstede n'a pas la science infuse, Hofstede, c'est pas une équation, c'est pas quelque chose qui met les hommes et les femmes en équation, mais ça donne des grilles de repères qui peuvent être vachement intéressantes pour ne pas être un éléphant dans le magasin de porcelaine. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire on ne parle pas tous la même langue. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en Italie? Il y a un truc qu'il faut absolument laisser faire les gens dans un meeting, je parle dans l'environnement professionnel. Non. Non. Hein? Manger des pâtes avec du ketchup, ça se fait pas. On est dans le boulot. Dans le boulot. Les laisser parler. Il faut les laisser parler. C'est une culture de l'oral. Il faut accepter que tu vas passer des heures dans les meetings. Il faut faire avec. Et qu'ils auront du mal à écrire. Derrière. Par exemple. Mais c'est pas dans le. C'est là où je reste assez prudent quand même. C'est la traduction. Là encore, mon focus là, c'est comment travailler ensemble professionnellement. Il y a à la fin, c'est des règles à respecter. Et ces règles sont implicites, bien entendu. Elles sont documentées très mal. Je vais encore vous parler d'un bouquin très pratique sur ces sujets-là. Et c'est comme très largement là que tu vas réussir ton projet. Si tu les interromps, si tu les empêches de parler, ils vont considérer comme une française arrogante. Et ils les prennent sur le côté. Alors, on ne parle pas tous la même langue, contrairement à ce qu'on croit. Alors, on a déjà abordé un petit peu l'aspect de la langue. Pour moi, c'est le premier point essentiel. C'est est-ce que vous êtes dans un pays francophone, pour vous déjà, est-ce que vous êtes dans un pays francophone ou pas francophone? Après, il y a des nuances dans la franco. Donc, les Français, dans la langue française, mais globalement. Pourquoi est-ce que la langue, c'est un élément différenciant et une contrainte tellement importante? On parle tous anglais. Donc, c'est con. Pardon? Alors, déjà, on parle pas tous anglais. Deux, là, il y a le contexte culturel. Beaucoup de choses, on va le revoir après, c'est avec cet exemple. Même entre anglais, la langue elle-même ne va pas être suffisante pour comprendre comment les gens s'expriment. Et quel est l'inconvénient, quelle est la difficulté à apprendre des langues pour vous? Quel est le problème? Pourquoi vous parlez combien de langues? 3, c'est déjà pas mal, hein, vous avez plus que la moyenne. Mais le problème principal quand on apprend plein de langues, c'est quoi? Ça prend vachement de temps. Donc, c'est un investissement. Quelque part, l'investissement que vous faites pour apprendre une langue, c'est sans doute l'investissement le plus lourd que vous faites. Plus que les maths, la physique, la littérature ou autre. Hein. C'est ce qui vous aura pris plus de temps. Donc, vous pouvez pas le faire sur beaucoup de langues. Donc, c'est votre élément différentiel. Fondamental, en fait, paradoxalement. Donc, utiliser cet investissement devient très important. Et à l'envers, quand on est en face de gens qui ne parlent pas la même langue que vous, ça crée mécaniquement un élément de risque et d'incompréhension. A fortiori, quand on parle la même langue. Quel est le mot le plus ambigu de la langue anglaise? Non, c'est moins ambigu. C'est pas le plus ambigu. C'est yes. C'est oui en français aussi d'ailleurs. Hein. C'est des mots très simples, très courts, différents, et qui sont complètement ambigus. Pourquoi ils sont ambigus?
Diversification. Lesquelles? Oui, je comprends. Enfin, même si on dit qu'on peut avoir tellement, je comprends. Alors, allons-y par étapes. Parler, oui. Oui, là, c'est la même chose ici. Mais vas-y, affine un peu. Bah, c'est faire. Je sais pas comment dire autrement, mais c'est pas là, ça doit vouloir dire plein de choses en fait. Mais lesquelles? Oui, oui, j'acquiesce. Je ne vais pas répondre, mais je ne suis pas forcément d'accord. Ça, c'est le oui, j'ai compris. Ouais, le oui, j'ai compris. Oui, enfin, oui, c'est ça. Et la question. Quand j'ai compris, à part le j'ai compris, il y a quoi? Oui, on s'engage ensemble. Voilà, oui, on y va. C'est le oui de base, celui qu'on considérait comme hypothèse. Oui, il y a quoi d'autre? Il y a le oui qui veut dire non. C'est j'ai dit oui parce que j'ai une folie, mais j'en ai absolument rien compris. Enfin, dans l'hypothèse de l'optimisme. Dans l'hypothèse de l'optimisme, je ne fais rien compris. Ouais. Il y a un autre oui. J'ai rien compris. Tout simplement. Je dis oui, parce que si je dis non, je vais être obligé d'expliquer que j'ai rien compris. Donc je le joue au profil bas, mais j'ai rien compris. Celui-là, c'est une impasse. Et on peut après affiner. Donc le oui, il doit être décodé. Comment vous allez faire pour le décoder? Ouais, la reformulation. Alors, premier point, c'est la reformulation, mais une autre méthode. Le non-verbal. Essayer d'identifier par déjà la force du oui. Ouais. Là, déjà, par les oreilles, on a une information. Et, en plus, par l'attitude. Dans un contexte de Covid, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de nos interactions ne sont pas physiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça rajoute du bruit dans le signal. Ça devient beaucoup plus difficile de décoder la qualité du bruit. Puisqu'on perd le contact vraiment physique, ça c'est sûr. On perd potentiellement la vidéo parce que la bande passante, blablabla, on reste en audio. Et même en audio, le son n'est pas toujours très bon. Donc la qualité de l'échange est réduite par cette contrainte. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire vachement attention. Donc on arrive sur la reformulation. L'outil fondamental, c'est la reformulation. En termes de communication, justement, mais en fait, il tourne le dos à la caméra et on ne voit pas. D'accord. Il leur dit non. C'est vrai qu'il y a d'autres bus. On dit, voilà, il est fait, quand on se met là, on va mettre forcément bien comme mais quand on se met là, on tourne le dos à la caméra et on voit. Là, sur cette grille, je crois que vous la referez, on va pas aller dans le détail, mais elle est intéressante à mon avis parce qu'elle rajoute le contexte culturel dans la structure purement linguistique. Il y a l'anglais britannique, oxfordien, il y a tel qu'il est exprimé, tel qu'il est sous-entendu, et tel que moi, français, je vais pouvoir le comprendre. Pour le prendre avec humour. Mais là encore, ça vous amène à prendre de la distance par rapport à avant, parler de l'implicite par rapport à l'explicite, et essayer de rendre explicite les choses implicites. Là, maintenant, on va un peu plus loin en disant, même si c'est explicite, c'est peut-être pas complètement explicite. Et ça a besoin d'être clarifié et reformulé. Alors, là, il y en a quelques-uns. Moi, j'aime bien celui-là. Very interesting. Very interesting, what you said. Fuck you. Nonsense. Complete nonsense. Et moi, je comprends. Waouh, il est d'accord. Je suis impressionné par ce que je viens de dire. Alors, on a plein d'exemples différents. Hein. Ce n'est pas une pointed slide, mais de garder du recul par rapport aux commentaires des gens. Et ça, c'est dans l'hypothèse où les gens maîtrisent bien la langue. Si vous rajoutez derrière le fait que les gens peuvent ne pas bien maîtriser la langue, on rajoute une dimension dans la complexité. D'où l'intérêt de pouvoir échanger au maximum dans la langue du pays, pour réduire le nombre de variables. Perfide. C'est-à-dire que là aussi, le message est de se dire,
Attention au fait que je ne parle pas la langue du pays, mais heureusement, il y a l'anglais, tout le monde le parle dans votre comprend. Ben non. L'anglais, c'est le plus petit dénominateur commun, mais c'est de loin d'être la plus grande entente claire conjointe. Ça veut dire que, mais après tout, à travers la langue, ça illustre une démarche profonde et plus large, qui est, à nouveau, je reviens sur la notion de projet, on avance par étapes, on reformule, on vérifie qu'on a bien compris. Ce qui s'est dit aujourd'hui, on le reteste demain, voir si en réalité, soit quelqu'un n'a pas voulu dire qu'il n'était pas d'accord, soit qu'avec une réflexion supplémentaire la nuit, enfin voilà. Donc attention à la langue dont on se dit trop facilement, c'est le dénominateur commun, ça y est, on s'est parlé, on a compris. Alors attention ne veut pas dire méfiance tout le temps, que c'est compliqué tout ça, on n'y arrivera jamais. Non, 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 c'est simplement à nouveau un appel à l'intelligence et à la sensibilité de savoir décoder, comprendre, observer, écouter. Moi, je me rappelle bien à nouveau dans des questions de grands trucs caricaturaux, mais qui sont des points de départ de différents culturels. Je me rappelle d'un Indien, là aussi, disant, vous, en France, par rapport à une question ou un sujet, votre réflexe naturel, c'est de dire non. Et ce n'était pas une critique de sa part, c'était de dire c'est non. Et finalement, quand on y réfléchit, on dit c'est un peu vrai quand même. Oui, mais nous aussi. Non, 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 pas du tout, tu vas voir. Pas du tout. Nous, on dit non. Et on a un non qui évolue vers un oui, en fonction d'une discussion, d'un ajustement non. Non. En fait, on veut dire probablement, tel que présenté comme ça, je ne sens pas le truc. Mais après, mais on pourrait l'apprendre par étapes, là. Ah, oui, mais non, si on exclut ça, peut-être, oui, oui, mais, ben, oui, d'accord, comme ça. Et effectivement, l'Indien, comme beaucoup de cultures asiatiques, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, c'est pas le but, ça sera plutôt oui, parce qu'on ne dit pas non. Parce que dire non, ça veut dire que tu dis c'est une connerie, c'est le non, c'est le j'ai pas compris, d'accord? Mais c'est un oui qui évolue vers un oui, mais à son tour, à condition que, etc. D'accord? Donc, toutes ces histoires de langue et comment, à travers la langue, on finit par se rencontrer, c'est ça le vrai chemin, le vrai projet, la vraie façon de travailler. Et dans l'environnement professionnel, La première. qu'est-ce que vous pouvez faire pour contourner ce problème? Mais pas les autres pays. Dans l'environnement technique professionnel, c'est très utile. Et c'est praticable. Dans les environnements juridiques, c'est plus difficile. Dessiner. On sous-estime énormément les graphiques et les dessins comme étant un moyen de communiquer. C'est les BD. Moi, j'ai très souvent, les gens envoient des mails très longs, avec beaucoup de texte, hein, ce qui rajoute de l'ambiguïté, bien entendu, puisque les interlocuteurs ne parlent pas nécessairement la même langue, les vocabulaires, blablabla. Si vous êtes capable de synthétiser votre message sous une forme graphique, ça aide énormément à la clarification. Donc, je vous encourage à essayer au maximum d'avoir des graphiques. Par contre, quand on est structurel, je ne crois pas qu'on les laisse là, en Chine, quand vous prenez le stock market de Shanghai, les tableaux, quand la boîte, quand l'action de l'entreprise, elle monte, c'est vert ou c'est rouge? C'est rouge. C'est rouge. Eux, c'est rouge quand ça va. C'est la couleur. C'est vert quand ça merde. Donc faites très attention. Quand vous faites votre graphique, si vous voulez passer un message positif, évitez le rouge, évitez le vert. Parce que si ce message doit être lu par votre chaîne en France et par votre interlocuteur vietnamien, je ne sais pas, mais je me méfie. Évitez le rouge et le vert. Prenez des couleurs différentes et définissez-les dans la légende. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Avec le smiley, avec ce que vous voulez. Là encore, il y a un dessin, aucun texte. Donc, à mon avis, un moyen de contourner les contextes professionnels, les contextes culturels, au moins dans le boulot, c'est les dessins. On ne les utilise pas assez. Et quand vous utilisez des Excel, des machins comme ça,
et toutes les librairies qui sont sur le web, il y a une infinité de solutions graphiques pour plein de trucs. À part pour le juridique. C'est la juridique, ils ont besoin d'avoir ça, ils comprennent rien de ça. Mais même pour la finance, par exemple, pour la finance, ça marche. Il y a un mec avec une corde. Vous êtes un peu tranquille. Ça dépendra des cultures, peut-être. Mais là, on revient sur le contexte culturel, pas sur le contexte professionnel. Ce qui formalise le métier est importante. Vous aurez peut-être 2 Chinois ou 2 Vietnamiens, mais si l'un est ingénieur et l'autre est juriste, ils ne répondront pas la même. Comme nous en France, hein. Comme nous en France, c'est non. C'est l'agriculteur et l'ingénieur. Si tu peux passer à la prochaine. Pourquoi en fait vous voulez aller à l'étranger? Il y a une raison. 25. Pourquoi vous êtes là dans cette salle aujourd'hui? C'est parce que j'étais là. Bon, nous, les détails du Covid, découvrir dans les vacances, vous avez plein de sujets, on peut voir peut-être 3 mois de cadeau. On peut découvrir sans faire cette démarche, comme une démarche lourde. Aventure. C'est le mot-clé pour moi, aventure. Vous devez, si vous n'êtes pas dans une... Je le présente de l'autre manière. Si vous y allez pour le fric, ça va échouer. Et moi, j'ai plein d'exemples de gens qui sont allés en expatriation pour le fric. Et des copains italiens, par exemple, ils ne bouffaient que dans les pizzerias. Mais sérieux, hein, ils ne bouffaient que dans les pizzerias et ils ne bouffaient que des spaghettis. Alors qu'ils ont vécu pendant plusieurs années en Asie. Ils n'ont absolument pas réussi à s'intégrer dans la culture locale. Des collègues français qui, dès qu'ils pouvaient, allaient au Club Med ailleurs en Asie, pendant les vacances, pour dépenser le fric. C'est des réalités. Ils n'y allaient que pour l'argent. Et ils étaient frustrés. Après, le projet professionnel marchait ou non, on va dire pour raisonner simple, il marchait. Mais personnellement, ils étaient complètement frustrés. Et comment ça se traduisait généralement, cette frustration? Il y avait un point très précis qui faisait que ça clashait. On l'a abordé de manière implicite. Et là, je vais l'aborder de manière explicite. Le conjoint ou la conjointe. Comment les deux y allaient pour des objectifs différents ou pour des objectifs inatteignables, par exemple reconstituer le couple, ça a explosé en vol. Ça doit être un choix commun, partagé, parce que c'est une aventure. Et une aventure, quelle est la caractéristique fondamentale d'une aventure? Le côté positif, c'est qu'on va découvrir plein de trucs. Le côté négatif, c'est quoi? Changer d'habitude. Oui, mais le négatif, changer d'habitude, c'est pas nécessairement négatif. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il fait de l'incompréhension. Oui, mais il y aura plein de merde. Il y aura plein de merde, il y aura plein de problèmes. Vous dormirez mal la nuit, vous aurez la trouille parce que l'autre, justement, ne fait pas de avec le nouvelé. C'est un environnement extrêmement stressant. Parce que vous changez de votre zone de confort. En changeant de zone de confort, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas vraiment. Mais vous perdez quelque chose que vous n'avez jamais clairement défini, et vous gagnez quelque chose qui est encore extrêmement flou. Donc, cette phase de réalignement et de resynchronisation, elle est tout le temps dans une phase dynamique de stress. Et c'est ce que le graphique essaye de décrire. C'est pas un long fleuve tranquille. Il ne faut pas y aller naïf. En général, vous avez été choisi pour le VIE, waouh, génial. Je vais travailler dans telle boîte, je vais avoir un VIE partagé, j'ai 2-3 sujets, ça va être absolument génial. Les chefs, ils sont bien, la limette, ils m'aident, le contrat il est bien carré, je n'ai pas de risque avec ma retraite, tout va bien. Après, vous arrivez dans le pays. Vous avez déjà vécu ça, parce que vous êtes déjà allé dans le pays. Au début, c'est bien, mais au bout d'un certain temps, est-ce que c'est bien? Pas nécessairement. Hein. Il y a des moments difficiles. Hein. Le week-end, tu t'emmerdes à Hanoï, parce qu'il y a tu ne personne. C'était un peu... Bon, Tu vas à vélo. Il y a une phase où on se dit, oulala, ça se passe mal. Et ça va mal se passer. Soyez prêts à ça. Vous ne pouvez pas réussir une vraie aventure sans avoir des phases très difficiles. Enfin, au moins difficiles. Et généralement, entre le moment où on s'en rend compte et ça pourrait être pire après.
Donc, il faut être solide psychologiquement. Et il ne faut pas craquer dès qu'on commence à avoir des ennuis. Et généralement, il y a le rôle statistique, je pense que tu peux le confirmer, généralement, quand on tient, c'est quand on accepte le fait que demain ne va pas être pire qu'hier, ce qui est difficile. Hein. Après-demain, à un moment, on atteint un plancher. Et ça remonte. Et là, ça devient un succès. Et c'est là où vous vous enrichissez. Et ce qu'il faut, c'est tenir le coup. Never give up. Mais il faut y être prêt. Ça ne se passera pas. Si vous avez vraiment un challenge intéressant, si la boîte a décidé de vous emmener là-bas, c'est qu'il y a un truc compliqué, difficile. Donc, ça ne se passera pas facilement. Pour plein de raisons possibles. Et donc, il faut être anticipé, être prêt, avoir la peau solide, soi-même, le conjoint, la famille, les parents aussi. Hein. Parce qu'il y a le contexte familial. Si les parents vous rappellent en vous disant il y a le Covid, est-ce que tu survis? Si c'est toutes les semaines, vous serez stressé. Et eux aussi. Donc, il y a un choix collectif d'avoir une aventure. Il faut qu'il soit vécu de manière positive par les différentes personnes impliquées dans ce choix. Et derrière, tenir le coup. Il faut être solide. Never give up. Et cette courbe, elle s'applique d'un point de vue vie personnelle, mais aussi d'un point de vue vie professionnelle. Absolument. Et on le voit aussi en termes de profession. En termes de. Si il y a des exemples concrets dans la salle, là, je crois que ça va signer un contrat vendredi. Mais bon, il y a eu un accord. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver l'énergie, de remonter à un moment donné. Il était un bon exercice parce qu'après, d'ailleurs, une fois qu'on est passé par là, on regarde la vie, on sait plus de confiance et de certitude. On est bien passé par des moments difficiles. Je crois que là aussi, ce que dit Loïc, les films d'expérience, n'hésitez pas, partageons un petit peu. Ce que dit Loïc est, à mon avis, très important. Moi, je suis plutôt optimiste de nature. J'essaye de ne pas être optimiste ou bien, mais pour moi, cette courbe, je la lis de façon très positive. C'est-à-dire qu'elle m'aide à ouvrir les yeux sur le fait que, comme disait Laurent, ce n'est pas un long fleuve tranquille, quoi qu'il arrive, tout est beau et tout va bien. Non. Mais inversement, je ne vais pas me dire, tant que je n'aurai pas souffert beaucoup et grave, c'est que mon projet n'aura pas passé là à la phase de... Non, ce n'est pas ça non plus. Je me dis, comme toute chose un peu ambitieuse, et on m'a envoyé en mission pour un projet comme ça, c'est une ambition, sinon on n'aurait pas eu besoin de moi, il n'y aurait pas eu besoin d'un VIE, qui est quand même quelque chose de spécial dans un pays. Bon, comme toute chose ambitieuse, il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir besoin de s'ajuster. Comme dit Laurent dès le début, il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas parce qu'on adore se faire mal, c'est parce qu'on sait que tout ce qui est ambitieux va passer par un moment où il va falloir remettre en cause des choses qui me paraissaient évidentes et stables, et qui est ma zone de confort. D'ailleurs, je suis parti dans cette mission parce que je connais très bien tel sujet. Les maires, ils n'ont pas l'air d'accepter ma science infuse d'entrée de jeu comme étant la parole attendue qui va tout résoudre. Ah ben zut, oui, je me heurte peut-être à des problèmes de culture, d'organisation, d'histoire, je ne suis pas le réussite. Il va falloir que je fasse mon trou. Bon, mais comme toute chose ambitieuse, ça va passer par des moments plus ou moins difficiles, mais si je l'ai constamment confiance, non pas béatement à nous, mais dans le fait qu'à la fin, on sera content de l'avoir fait, et ensemble, ça va me tirer en avant. Je vais avoir le courage et la lucidité en même temps, dans les moments difficiles, de me dire, ouais, c'est difficile, mais si on persévère, pas bêtement, peut-être qu'une partie de la difficulté vient du fait que je n'ai pas fait attention à tel et tel truc, j'ai négligé telle personne, j'ai eu telle parole défavorable, j'ai pas, dans la chronologie de développement du projet, j'ai pas tenu compte de ça ou ça, d'accord? Mais la conscience profonde que si c'est un vrai projet qui a du sens, on y arrivera. Et je fais partie de l'équipe. Je ne suis pas d'ailleurs au-dessus des autres. Je fais partie de cette équipe, d'accord? Donc moi j'ai une lecture très positive de cette courbe. Mais voilà, elle vous invite à nouveau, comme beaucoup de sujets qu'on a abordés depuis ce matin, à être attentif à ça. Et d'ailleurs, je rajouterai, mais je m'arrête, sur le fait que si chacun d'entre nous, on passe sur tous les sujets de la vie et professionnelle par des oscillations comme ça, quand je suis en réunion instantanément avec 5, 6, 10 autres qui font partie du même projet, ben, il faut que je me dise, mais en fait, ils sont peut-être tous, pour une raison quelconque,
quelque part en voyage sur cette courbe. Et je ne vais pas conclure, comment il s'appelle, celui qui est en bas, là, qui est rouge, là, qui est dans une période en anglais de regret, c'est-à-dire lui, il demande ce qu'il fout là, il n'aurait jamais dû s'embarquer là-dedans, de toute façon c'est foutu d'avance, on n'ira nulle part, c'était vachement mieux avant, et tout ce que l'on veut, d'accord? Ben, je ne vais peut-être pas conclure que, bon, c'est le droit des cons, et lui, la prochaine fois, je ne le dis même pas dans la réunion. Peut-être qu'il y a un événement quelconque, lié au projet ou pas, qui fait qu'aujourd'hui il est comme ça, et si je suis un peu plus attentif, je vais faire attention. D'ailleurs, il a eu dans d'autres réunions des propositions positives, d'autres attitudes, donc je ne vais pas classer. Voilà, c'est pas. Il faut le vivre non pas comme une succession d'arrêts sur image, mais comme un film. Vous aviez un exemple qui vous faisait rire, c'est toujours bon de rire. Oui. Non, un peu, peut-être. J'ai pas mal de rendez-vous clients pour l'Italie, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais c'est souvent de la curiosité un peu creuse. Et il y en a eu vraiment pas mal. Je suis passée par tous ces petits bonhommes. Voilà. Et là, j'ai une réponse positive qui n'est pas encore définitive, mais qui est classée en argent, donc on va le remonter. Et si on ramène au point de tout à l'heure, la qualité de trust, qu'est-ce qui va faire que vous avez confiance en quelqu'un? C'est un point essentiel. À quel moment vous allez vraiment accorder la confiance? On dit accorder en français la confiance à quelqu'un. Oui, mais c'est le temps, oui, il y a une contrainte de temps. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Il y a eu des problèmes. On ne peut avoir confiance en quelqu'un vraiment que si on a vu que cette personne, quand il y a eu des problèmes, a répondu comme on le souhaitait. Et donc c'est comme ça que vous créez votre confiance vis-à-vis de votre entreprise aussi. C'est en remontant, c'est en disant oui, et partager les problèmes par le weekly, par le monthly, par le rapport. Ne cachez pas. C'est normal. Ma mission était difficile, autrement vous ne m'auriez pas pris, merci. Elle est difficile, elle est spécialement difficile actuellement, mais je m'accroche, j'ai besoin de votre aide. Quand on a confiance dans les gens, on va votre aide. J'ai besoin de votre aide pour ça, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça va aider le projet moi-même à remonter. Puis à la fin, on est là, et on continue. Quand vous êtes dans une forme comme ça avec votre boîte, il y aura le réseau qui fera que quelqu'un qui aura dans une autre organisation, dans une autre boîte, email, etc., va vous... Et déjà, vous avez confiance en vous, parce que vous serez passé là. Donc tout ça est complètement cohérent. Construire la confiance avec vos interlocuteurs, c'est le point essentiel. En tenant compte des contextes structurels, etc. Voilà. Ah, j'ai pas le... Ah oui, ok. Ouais, alors on a deux petites slides que je vais reprendre un peu peut-être pour vous amener on va y venir. Mais j'étais en train de regarder, puisque j'étais à l'écran, les quelques planches avec sont très axées sur les dimensions culturelles et comment dans un management de projet doit être en éveil là-dessus. Depuis le fait qu'on a parlé de dimensions peut-être ou autres, mais sur des grands éléments qui structurent une façon de penser et de se comporter collectivement, en passant ensuite sur tout ce qui est subtilité et imprécision d'une langue commune et qui nous est commune que parce que c'est la langue que l'on est censé avoir la plupart sur Terre appris quelque part à l'école pour pouvoir se parler avec l'anglais, mais avec toute la précision que ça n'est jamais notre langue maternelle. Il y a, comme disait Laurent, d'ailleurs, à propos de langue, le fait qu'il n'y a rien de mieux que de parler la langue du pays. Oui, on ne s'invente pas non plus expert en vietnamien, en chinois, peut-être en espagnol un peu plus, du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on parle la langue du pays qu'on est capable de la parler avec toutes les subtilités de celui qui est en face, qui au contraire d'ailleurs va rigoler comme nous. Attention à ne pas rigoler méchamment, mais quand quelqu'un parle en français en faisant des erreurs, ça nous fait rire des fois. Bon. Donc, tout ça pour dire que
les dimensions culturelles, façon de se comporter et relation au temps, la langue qu'on emploie pour échanger. Et puis, troisième dimension au moins que vient de commenter Laurent, qui est cette zone de confort et les émotions par lesquelles on passe. Tout ça est important à prendre en compte. Je suis moi-même ingénieur comme Laurent, mais attention, je le dis régulièrement, à ne pas m'enfermer dans des logiques d'ingénieur où, entre guillemets, tout se met en équation, c'est du rationnel, c'est clair net, c'est oui, non, c'est vrai, faux, etc. La vie, ensemble, autour d'un projet avec sa complexité, ça n'est pas ça. Ça en fait partie, par contre, bien sûr, mais ça ne se résume pas à ça. Donc, comment être un peu attentif à toutes ces dimensions qu'on a globalement appelées culturelles, comportementales, etc., qui est source infinie de richesse, et c'est comme ça aussi que vous progresserez dans tout ce qui est attitude et comportement professionnel et façon de vous inscrire dans une équipe, de gérer un projet avec d'autres, et puis un jour d'être responsable d'une équipe, si c'est ce que vous souhaitez, etc. Voilà, toute cette dimension et toutes ces dimensions qui se combinent sont très importantes. Et amplifiées par la dimension internationale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aura même pas besoin de se dire chez nous, parce que c'est implicite, ça peut être un piège parfois d'ailleurs, mais c'est à l'international, c'est amplifié. Alors, cette planche en est quelque part de Fascien, c'est Laurent qui disait décider, il faut combattre. Donc là, c'est une légende indienne. Ça s'appelle les aveugles et l'éléphant. Bon, c'est facile à comprendre. Vous voyez, chacun d'entre eux est aveugle. Lui, il tient dans la main la queue de l'éléphant. Si instantanément vous lui demandez, tu peux transposer ça dans un projet qu'on est en train de gérer à plusieurs, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dans lui? Il veut dire qu'il a une corde, ou un serpent, s'il pense que c'est un animal, il descend de sa bouche peut-être, bon, enfin je vous la brode un peu l'histoire, mais enfin elle est comme ça, d'accord? Lui, il pense qu'il a un serpent dans la main. Lui, il est à genoux parce que cette énorme patte, il pense qu'il est dans un temple et que c'est le moment d'être en méditation. Il est en train d'embrasser, entre guillemets, de sentir puisqu'il est aveugle. C'est comme ça qu'il se relie au monde extérieur. Il est dans un temple. Lui, chacun raconte l'histoire comme il veut, mais il pense qu'il a trouvé un éventail, et ça tombe bien, ça fait un peu de fraîcheur, donc il est dans un lieu où il y a besoin de faire un peu de fraîcheur avec l'éventail. Lui, alors, il est face à un mur énorme, infranchissable, il n'arrive même pas à sentir où ça s'arrête, etc. D'accord? Le sens de la légende, c'est de dire que chacun d'entre nous, et chacun d'entre eux, mais chacun d'entre nous, ne détient à un moment donné qu'une part de vérité. Et c'est si on est capable d'en faire la somme, de la mettre ensemble, qu'on voit émerger la vérité au moins plus large. Là, en l'occurrence, la vérité plus large, c'est que c'est un éléphant, disons, devant nous. Après, vous pouvez aller encore un peu plus loin. C'est un éléphant qui est où? Dans un zoo, dans un parc, un machin, il est en train de passer, il y en a un devant, un derrière, il y a le petit qui suit, on va vous raconter l'histoire comme vous. Mais le message clé, il est là. Chacun a une part de vérité. Comment est-ce qu'on fait pour la mettre ensemble? Et voir ensemble le global qu'on est en train d'appréhender. Je crois que la dernière planche, on peut y passer, vient à nouveau vous proposer une remise de tout ça ensemble, alors sous forme de balance, et qui appelle constamment à s'ajuster. S'ajuster face au projet qui évolue, les relations qui évoluent, ma propre façon de connaître les choses, de vivre tout ce que l'on veut, ajuster entre comprendre et agir. Vous allez être en mission, VIE, c'est pour agir. On vous envoie pour réaliser quelque chose. Agir. Agir au niveau de résultats à atteindre dans un temps qui est donné, probablement avec des échéances à respecter, avec des personnes qui sont comme vous dans le projet, qui vont rester après vous d'ailleurs. Agir. Comprendre, c'est un peu tout ce qu'on a essayé de brasser ce matin. Toutes ces dimensions qu'il faut mieux comprendre. Au-delà de ce qui est votre zone de confort, qui est la compréhension
très forte du métier que vous possédez et qui fait qu'on vous a choisi vous pour aller développer ça là-bas. D'accord? Ça, vous le comprenez. Je me suis dit, on progresse plus. Mais voilà, il y a tout ce qui est autour. On comprend. Et entre les deux, s'ajuster constamment pour savoir piloter ou participer au pilotage de ce projet de façon efficace, on va dire. Petite phrase, mais c'est pas idiot. Je ne sais plus qui d'entre nous l'avait sorti, elle s'est affinée progressivement. Comprendre sans agir, c'est de la théorie. Il y a des gens qui sont de la théorie. Je ne pense pas qu'on nous envoie en mission pour ne faire que de la théorie. Mais donc comprendre sans agir, et agir sans comprendre, ça n'est qu'improvisation. On peut agir très bien sans comprendre. On improvise, ça marche. C'est bien planté. Bref. Voilà, cet équilibre entre agir et comprendre, et vous allez avoir la chance, au-delà de ce que vous avez déjà vécu, de vivre des situations professionnelles et internationales qui sont un sacré stimulant de tout ça.